Parce que nous avons tous beaucoup d'activités et les réunions ne sont pas terminées pour ce soir. Donc je voudrais vous remercier d'être présents et vous dire que donc, ce soir nous avons une réunion d'information sur la prison de Aaren qui va vous faire le point avec les différents services fédéraux et chacun va se présenter au fur et à mesure. Je crois que c'est ça qu'il faut le faire. Donc c'est vraiment une réunion d'information avec les services qui sont concernés par l'érection de cette prison. Dus aan iedereen welkom, goedenavond en dankjewel voor uw aanwezigheid. Dus dat was op vraag van de inwoners van Aaren dat we deze avond een vergadering organiseren wat betreft gevangenis van Aaren. De verschillende federale diensten zijn deze avond aanwezig voor een informatievergadering. Dus ik zal het woord geven aan die mensen die zullen zichzelf presenteren. Donc la soirée sera tout à fait bilingue. Lorsque un orateur parle français, le slide est en néerlandais. Wanneer iemand in het Nederlands spreekt, dan is de slide in het Frans. En dus ik stel voor dat we beginnen, dat we naar de verschillende exposés luisteren en daarna zullen jullie natuurlijk de gelegenheid hebben om vragen te stellen. Oui, donc l'ordre du jour, vous l'avez sur le tableau ici, vous savez chacun le lire. Donc, petit mot d'introduction et j'ai presque terminé parce que c'est pas mon introduction qui est importante aujourd'hui, mais c'est l'état de la situation et nous le reprendrons au fur et à mesure. Je voudrais juste dire que ces dames et ces messieurs sont essentiellement des fonctionnaires, c'est donc pour ça que c'est une réunion d'information sur l'aspect plus politique des choses. Soit le bourgmestre ou moi-même, nous pourrons y répondre pour la ville, mais pour le reste, il y aura d'autres débats. Aujourd'hui, l'accent est vraiment mis, comme vous l'avez demandé, sur la réunion d'information. Wie neemt eerst het woord? Meneer, mevrouw? Nee, de burgemeester zal nu direct komen, maar hij is op weg, maar ik stel voor dat wij beginnen. Meneer Bout, voilà. Wilt u micro misschien? Ja. Goed, ja, misschien eerst een inleiding over de algemene staat van de gevangenisinfrastructuur in het land eigenlijk. Een aantal punten, ja, het aantal Belgische gevangenissen, maar we kunnen natuurlijk naar de volgende slide gaan, want die geeft het meer, beter mee. Ja, deze. Dus er zijn eigenlijk 34 penitentiaire inrichtingen of gevangenissen in het land, maar van verschillende bouwtijden ook. En als u naar het kaartje kijkt, zal u eigenlijk ook zien dat de blauwe gevangenissen zijn gebouwd allemaal in de 19e eeuw, de jaren 1800 en zoveel. Dan is eigenlijk het merendeel van ons infrastructuurpark, dus de meeste van de gevangenissen in ons land dateren die tijd, zijn type Petio. Maar die zijn redelijk verouderd en die zijn ook niet meer aangepast aan de huidige omstandigheden of de moderne leefnormen die wij in principe opleggen aan onze gevangenissen. Een aantal zijn dan ook 20e eeuw gebouwd en eentje dan is vrij recent. Er zijn verschillende types penitentiaire inrichtingen. Er zijn de arresthuizen. Arresthuizen zijn plaatsen waar de beklaagden worden vastgehouden. Beklaagden zijn mensen die wachten nog op hun proces. Dan heb je de inrichtingen voor veroordeelden. Dat zijn eigenlijk de mensen die al een straf opgelegd hebben van de strafrechter en die dan uitzitten. En dan heb je de inrichtingen voor geïnterneerden waar specifiek wordt toegewerkt aan mensen met psychiatrische problemen. Zoals al gezegd, de meeste van de gevangenissen zijn vrij oud. En daarboven is er nog een enorm probleem van overbevolking. Dus zelfs de beperkte capaciteit dat we hebben in onze infrastructuur. On n'a pas parlé en français après, c'est bien compris. Ja. On a partagé la présentation moitié néerlandais, moitié avec mon collègue francophone pour l'équilibre communautaire, disons. Mais bon, s'il y a encore des questions après, on peut toujours les demander si c'est pas clair. Wat daarboven hebben we dus een probleem over bevolking in de bestaande gevangenisinfrastructuur. We hebben een capaciteit van ongeveer 9500 cellen, terwijl we aan 11.500 gedetineerden op elkaar zitten. Wat eigenlijk een tekort is van ongeveer 2000 cellen.
gevangenis. Dat is een van die gevangeniscellen die momenteel, ik vermoed dat het Vorst is, maar ik ben niet zeker, die we momenteel hebben. Een kleine cel van een paar vierkante meter waar we dan 3 gedetineerden op cel moeten leggen. En zoals ik dus zei, ja, daarnaast is het probleem dat in die beperkt aantal gevangenissen, die 34 gevangenissen, een enorm tekort is aan plaatsen. 2000 mensen, dat geeft een overwoking van ongeveer 20%. En dat zijn dus eigenlijk 2000 mensen waar er eigenlijk geen plaats voor is, maar die we wel samenproppen in de bestaande gevangenissen. En waardoor we dus de nood hebben aan extra gevangenisinfrastructuur en extra gevangeniscapaciteit. Je zou ook trouwens zien dat in de evolutie van de gevangenispopulatie, misschien ook interessant, dat die redelijk, ja, toch redelijk snel of redelijk gestaag stijgt. Er zijn jaren waar er op 1 jaar tijd 500 gedetineerden bijkomen, andere jaren dat er 200, 300 gedetineerden bijkomen. Maar je moet zich inbeelden dat sommige van de nieuwe gevangenissen die wij bouwen, bijvoorbeeld in Mars is een gevangenis van 300 personen in het cel. Het jaarlijkse groeitempo zouden we in theorie quasi 1 gevangenis per jaar moeten open doen om die populatie en die aangroei van de gevangenispopulatie te kunnen bijhouden. Dus de nood aan extra infrastructuur is echt wel urgent. En dan zal ik voor de rest nog gelijk voor l'exposé en français. Voilà, donc je vais poursuivre ce que Kesbot disait. Donc... Vous pouvez parler dans le micro? Oui, j'essaye, monsieur, pas de problème. Donc par rapport à la situation carcérale qu'on a essayé de vous brosser en quelques minutes de manière générale et au problème très particulier qui est le manque de capacité et la vétusté des bâtiments, en 2008, le Conseil des ministres a décidé de mettre sur pied, donc de mettre en exécution le master plan. Le master plan, ça comprend quoi? Essentiellement 3 volets. Donc comme vous le voyez, en premier, la rénovation de certains bâtiments. Donc comme on vous l'a dit, une partie des établissements est dans un état vétuste et de vétusté avancée. Donc certains établissements ont déjà été rénovés, notamment Saint-Gilles-Pourriel, d'autres établissements comme Tournai, etc. Des travaux sont en cours pour pouvoir récupérer des capacités qui ont été perdues parce que des parties de l'infrastructure n'étaient plus habitables. Deuxième élément, c'est une extension des capacités dans certains établissements. Donc on a Merksplas, Everberg, Leuven, Hoogstraat, dont une partie notamment s'ouvre ici fin de ce mois. Et puis ensuite, gros volet qui est la construction de nouveaux établissements. Donc là-dedans, nous avons différents projets en cours. Tout ce qui concerne, premier point, des établissements plus particuliers, j'y reviens. Des nouveaux établissements et alors un autre volet qui est le remplacement, donc, par des nouveaux établissements, le remplacement de bâtiments actuels et de prisons actuelles qui sont vraiment très vétustes. C'est une vue générale, c'est pour vous donner un peu une coloration des images d'une prison, de ce que c'est. Ça, c'est une vue générale d'une prison à l'intérieur, ce qu'on appelle le cellulaire, le niveau central, mais ça, Madame Zico reviendra sur la vie intérieure des prisons par la suite. Donc, en ce qui concerne les nouveaux projets, donc de manière nationale, de manière générale, nous avons ce qu'on appelle les établissements particuliers. C'est quoi? Donc, on nomme ça les FPC, les Forensic Psychiatric Centrum. C'est en fait des établissements de défense sociale, comme on en connaît du côté francophone du pays. Donc, on a les marronniers et PEV, donc qui sont des établissements pour une catégorie spécifique qui sont les internés, donc des personnes qui sont déclarées déséquilibrées au niveau mental et qui ont besoin d'un traitement particulier, mais qui ont également commis un délit. Donc au niveau de la Flandre, il y avait un déficit à ce niveau-là, des places d'accueil, et 2 bâtiments sont, donc un est déjà en cours de construction et sera achevé pour début 2014, c'est le FPC de Gand. Et ensuite viendra à partir de 2015 la construction d'un 2e centre au niveau de Anvers qui accueillera lui aussi des internés, donc des personnes jugées irresponsables de leurs actes. Voilà, donc ça c'était pour les projets particuliers. Un autre projet, ça concerne les 4G ou 4P, 4 prisons, Virkevangenissen. La première d'Endermonde, 440 places. Le projet est en cours, mais il n'y a pas encore de construction pour l'instant. Beveren, donc le projet a démarré en termes de construction, parce que c'est vrai qu'il y a tout le travail préparatoire avant, comme c'est le cas de Run pour l'instant. Mais Beveren sera prêt début 2014. Leusan Hainaut sera prêt pour les travaux commencés, sera prêt pour la moitié de 2014, 312 places également.
Et Marchand-Famenne, c'est la prison qui sera prête la plus rapidement, puisqu'elle sera prête pour fin de l'année 2013. Voilà, donc ça c'est le projet 4G. Ensuite viennent d'autres constructions qui sont prévues et donc qui ont été avalisées par le Conseil des ministres et qui sont des constructions prévues pour le remplacement de prisons qui sont vraiment très vétustes. Arronnes est prévu pour le remplacement de 2 prisons qui sont Saint-Gilles et Forêt, et je ne dois pas, à mon avis, vous décrire la situation de Saint-Gilles et Forêt, puisqu'on l'a assez relayé dans la presse cette année-ci, notamment par l'arrêté qui avait été pris par la bourgmestre de Forêt. Sambreville, ce sera pour le remplacement de 2 autres prisons dans un mauvais état qui sont Namur et Dinan. Reyck qui remplacera la grosse prison d'Anvers. Et ensuite le nouveau Merksplas qui remplace, donc ça c'est tout à fait au nord, en Flandre, qui remplacera une partie de l'établissement de Merksplas. Voilà, donc ça c'est de manière globale, générale, vous expliquer un peu dans quel contexte se situe le projet qui vous intéresse plus particulièrement du projet de Arronnes. Je vais maintenant la place aux dames qui vont vous expliquer plus en détail la manière dont se déroule la vie dans un établissement pénitentiaire. Goedenavond, ik ga jullie een klein beetje uitleg geven over de gevangenis die er in Haarlem zelf zal komen. Dat is een vrij grote gevangenis. Er zijn plaatsen voorzien voor 1190 gedetineerden. Dus we praten over een vrij grote site. Naar de populatie toe, wat betekent dat? Dat we een aantal gedetineerden gaan hebben die in voorhechtenis zitten, dus nog niet veroordeeld zijn, maar in afwachting zijn van hun proces eigenlijk. Dus dat is een eerste groep gedetineerden. We hebben daarnaast een andere groep mensen die wel veroordeeld zijn en die hun straf uitboeten in deze gevangenis. Een psychiatrische annex, dat is voor gedetineerden die psychiatrische problematiek hebben en nood hebben eigenlijk aan een kadering op dat vlak. Of die geïnterneerd zijn, dus die door de rechtbank ontegenspatbaar verklaard zijn. En eigenlijk als geïnterneerden in de gevangenis verblijven. We hebben ook een beperkt centrum voor beperkte detentie. Dat zijn gedetineerden die in de fase van hun strafuitvoering de mogelijkheid krijgen om overdag de gevangenis te verlaten. Heel vaak om te gaan werken of een opleiding te volgen in het kader van reïntegratie. En dan eigenlijk 's nachts naar de gevangenis komen om daar te overnachten. En we hebben een centrum voor uit handen gegeven minderjarigen. Dat zijn minderjarigen vanaf 16 jaar die op basis van de feiten door de jeugdrechter uit handen gegeven zijn naar een gewone rechtbank. Dat betekent dat wij op de site heel wat cellulaire gedeelten gaan hebben uiteraard, maar ook een aantal andere gedeelten die eigenlijk de bedoeling hebben de gevangenis te laten functioneren. We hebben een gebouw, een inkomgebouw eigenlijk, waar dat de bezoekers binnenkomen, waar advocaten binnenkomen. En dat de ontvangstbalie is van de gevangenis. Zo kan u dat eigenlijk bekijken, waar dat mensen worden ingeschreven en gecheckt worden op het feit dat ze op een veilige manier kunnen binnenkomen in de gevangenis. We hebben ook een kleine beperkte rechtszaal. Dat betekent dat een aantal gedetineerden in de gevangenis niet verplaatst gaan worden naar de rechtbank in Brussel bijvoorbeeld, maar waar de rechter en de advocaten, de jury bijvoorbeeld, in de gevangenis zelf kan zitten. Er is uiteraard ook een afdeling voor bezoek. Dat betekent bezoek van zowel de familieleden als bezoek van advocaten bijvoorbeeld aan gedetineerden, waar ruimte voor voorzien is. Een logistiek centrum. Heel veel gedetineerden moeten te werk gesteld worden, dat is belangrijk. Enerzijds helpt hen dat om een beetje te verdienen, dat is heel beperkt, maar kunnen daar bijvoorbeeld hun slachtoffers van vergoeden. Maar is ook een belangrijke voorwaarde een goede reïntegratie toe. Dus we gaan heel veel investeren in opleiding en tewerkstelling, zodat mensen als ze vrijkomen eigenlijk terug in een stabiele omgeving, in een stabiel leven kunnen stappen. En dat betekent dat wij bijvoorbeeld een keuken hebben, een wasplaats waar de was gedaan wordt, heel veel ateliers naar tewerkstelling toe, waar de mensen in de constructieve sfeer een aantal competenties kunnen gaan ontwikkelen daar rond. Er gaat een sportzaal zijn, waarin gedetineerden kunnen een stuk sport gaan doen, een consultatiecentrum, een medische consultatie, waar dat geneesheren de gedetineerden zien in het kader van een medisch consult. Dat gedetineerden ook niet altijd buiten moeten gaan naar een ziekenhuis om een medisch consult te hebben, maar de geneesheren zich verplaatsen naar de gevangenis. Dat beperkt ook het aantal verplaatsingen buiten de muur van de gevangenis. Dat betekent ook veel minder overlast, bijvoorbeeld door verplaatsingen. En uiteraard is er een grote administratieve omkadering van medewerkers, ambtenaren, die te werk gesteld zijn in de gevangenis. De bedoeling is dat daar een gebouw komt
afstand buiten de gevangenismuur, waar dat mensen, zoals dat u overal of vaak in een kantoor werkt, ook gewoon in een kantoorgebouw kunnen gaan werken. Dat is een beeld van een moderne gevangenis, van op de wandeling. Dat geeft een beetje een sfeerbeeld van wat een gevangenis eigenlijk van op een wandeling kan betekenen. Wat er ook voorzien is in Haren, dat is een beetje speciaal. Er zijn een beperkt aantal plaatsen voorzien voor vrouwelijke gedetineerden op het einde van hun detentie. Dat zijn vrouwen die aan de vooravond van hun vrijlating staan en in plaats van binnen de muren van de gevangenis eigenlijk in een deel van de site verblijven dat buiten de veilige muur zit, maar nog wel omheind zit. En daar eigenlijk een stuk verblijven in zelfsturende huizen. Daar is ook een kleine afdeling voorzien voor vrouwen die tijdens detentie hun kind bijvoorbeeld bij hun houden, tijdens de eerste jaren van de detentie. Daar gaat ook wel wat de werkstelling rond gebeuren. De bedoeling is ook dat daar een winkeltje komt en een strijkkatten bijvoorbeeld komt, waar dat ook de mensen uit de buurt jullie eigenlijk gebruik van kunnen maken, waar dat wij diensten gaan aanbieden, waar dat jullie van kunnen gebruik maken in het kader van de gevangenis. Dat is een beeld van bijvoorbeeld een speeltuintje in de gevangenis, zodat het eruit kan zien in zo'n centrum voor vrouwen die hun kindje bij zich hebben. Maar dat kan ook zijn in het kader van een bezoekzaal, waar dat kinderen op bezoek komen voor een bezoek aan hun moeder of hun vader. En eigenlijk tijdens het bezoek een aangename omgeving hebben om hun bezoek door te brengen. Wat belangrijk is voor ons, dat wij iets hebben die menswaardig is, die comfortabel is. Ook voor de mensen die daar gaan werken. Ik kan mij inbeelden dat er onder jullie best wel wat mensen zijn die in de gevangenis gaan werken. We willen jullie ook een heel aangename context aanbieden om te werken, waarin daar gekwalificeerde mensen kunnen werken, waar dat de omgeving modern is, met correcte technologieën, waar alle systemen voorhanden zijn op een goede manier te werken, een goede manier beveiliging te voorzien. Maar wat ook gedetineerden op een manier kunnen verblijven die aangepast is aan de dag van vandaag. Jullie hebben daar straks de foto's gezien van een aantal gevangenissen die verouderd zijn. Dat zijn niet de omstandigheden waarin dat je gedetineerden kan voorbereiden op een reïntegratie. We willen dat doen eigenlijk in een context waar wij kunnen gedetineerden voorbereiden rond opleiding, rond de werkstelling. Eigenlijk om te zorgen dat ze bij hun vrijlating op een zo goed mogelijke manier terug geïntegreerd geraken in de omgeving. Ik ga nu het woord geven aan mijn collega Catherine Zicot, die een aantal informatie gaat geven over de context naar de buitenwereld toe. Je vais reprendre. Donc s'il y a des questions sur le texte, s'il y a des choses en tout cas que vous n'avez pas compris, on peut revenir là-dessus après, sans problème. Donc une prison, c'est une petite cité à elle toute seule, entre des murs, mais ma collègue a aussi parlé par exemple de... Il y a des établissements, enfin voilà, il y aura des passages entre ces murs et vous. Donc quel va être peut-être l'impact sur vous de notre vie en prison? Donc nous on parle vraiment de l'aspect de la vie en prison avec les détenus sur les habitants à l'extérieur. Donc voilà. Au niveau de la mise au travail, une prison ça procure beaucoup de travail pour l'environnement, pour l'ensemble de la société. Et notamment, on a une sorte de ratio qui fait qu'on peut estimer qu'il y aura plus d'1 millier d'emplois qui seront fournis par la prison. Donc on parle d'agents pénitentiaires, on parle de comptables, de greffiers, de cuisiniers, d'assistants sociaux, d'éducateurs, de bibliothécaires. Il y a toute une série, comme une petite société qui va se développer. Alors ça va être des personnes, j'espère, des environs, de Bruxelles, de la région wallonne, enfin ça va être des gens d'un peu partout, mais qui vont venir travailler dans la prison. Mais qui vont être répartis sur différents shifts. Ça veut dire que la vie en prison, c'est 24 heures sur 24. Une prison, c'est jamais fermé. Ça fonctionne tout le temps. Donc ça veut dire de 6 à 14 heures, de 14 à 22, de 26, de 9 à 17. Il y a tous les chiffres. Donc tous ces gens, ça peut paraître énorme, mais c'est réparti en vagues de personnes qui se relaient pour travailler tous les jours de l'année, les jours fériés. Hein. Mais on va adapter ces chiffres et on va voir plus tard, alors aussi par rapport aux études de mobilité, comment on va répartir ces personnes qui arrivent travailler dans la prison. Voilà. Donc, dans la région, on parle évidemment d'une création d'emplois. Je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais on a constaté partout, on a construit des nouvelles prisons, une augmentation de l'emploi autour de la prison. Alors, qu'est-ce qui est l'activité économique autour d'une prison? Donc, peut-être c'est pas facile pour vous d'imaginer, mais une prison, ça veut dire qu'on va amener de la nourriture, ça veut dire qu'il y aura des médecins, ça veut dire qu'il y aura
des ateliers qui fonctionnent, on en a parlé, donc il y aura toutes des entreprises qui vont se développer aussi, parce que ça fournit du travail, enfin, il y a une masse de travailleurs potentiels qui peuvent exécuter des travaux, et donc ça attire aussi des entreprises. On est quand même spécialisé maintenant sur la mise au travail des détenus, ça fait partie du plan de détention. Un détenu doit prendre un travail, c'est important, nous, dans notre développement philosophique d'un détention. Donc à Arène, on va développer très fort ça, comment on peut faire travailler les détenus dans la prison et qu'est-ce qu'ils peuvent produire comme retour pour la société. Et ça aura, à mon avis, aussi des répercussions positives sur la société, le fait que les personnes sortent en ayant appris quelque chose dans la prison. Donc la fourniture d'électricité, de chauffage, d'eau, voilà, ça on en a déjà parlé, des administratifs, enfin, il y a toute une vie qui se développe autour de la prison. Il n'y a pas que des détenus. Donc ça, voilà, vous avez une photo, une sorte d'atelier qu'on a, c'est des travaux très basiques, mais d'emballage de choses, ou de collage, d'imprimerie. On fait maintenant aussi beaucoup de scanning de demandes. Par exemple, on a des projets où des détenus scannent toutes les archives d'une entreprise et ils font ça, enfin voilà, on les forme aussi au scannage, c'est des métiers pas encore connus mais d'avenir. Alors quelques chiffres, au niveau des transferts, il faut comprendre, c'est comme on a développé énormément de choses à l'intérieur de la prison, ça va limiter aussi les transferts vers l'extérieur. Donc ma collègue a parlé des transferts médicaux qui seront limités par le fait qu'on va développer aussi notre propre centre médical, ou bien s'il y a un petit palais de justice, on peut faire certaines audiences sur place pour éviter trop de déplacements. On a aussi un centre de transfert national qui fait qu'on va vraiment essayer de concentrer les transferts pour qu'ils soient le plus rationnel possible, le moins coûteux pour tout le monde et aussi pour l'environnement autour de Arène. Pour les visites c'est aussi un élément important pour la stabilité d'une prison et pour le développement de chacun, donc c'est qu'ils puissent recevoir de la visite. Mais on met très fort sur l'accent de la qualité de la visite. Donc des visites d'une certaine durée, des visites de qualité. Il y aura des salles de visite équipées pour les enfants, des endroits. En Belgique, on peut recevoir sa famille pendant 3 heures, 1 ou 2 fois par mois. Donc plus que beaucoup de visites, ça va être des visites de qualité et réparties toute la journée selon des horaires continus pour pouvoir répartir. Voilà. Au niveau de la sécurité, puisque j'imagine que c'est quand même quelque chose qui vous parle, dans les nouvelles prisons, on a plusieurs spécialistes ici d'ailleurs dans la salle, on a développé des techniques avec des filets anti-hélicoptères autour des prisons, des moyens technologiques adaptés. Donc quand vous voyez les cellules vieilles, c'est là qu'on peut parler de problèmes de sécurité et de pas de capacité d'aborder l'ensemble des détenus. Maintenant on a des RICS, des scanners, on a développé tous des moyens qu'on peut justement mettre en place dans une nouvelle prison, ce qu'on ne pouvait pas faire dans des établissements plus vieillots. Alors au niveau de la présence de la police, ici je ne peux pas encore vous en parler, on doit encore discuter avec la police et avec l'ensemble des acteurs, donc c'est pour ça que j'ai écrit les pompiers, la police, la protection civile, la province, la commune. Tout ça, on sait ce qu'on doit faire, on sait les discussions qu'on doit avoir avec eux, mais on doit encore les avoir. Donc ça, on va en tout cas passer cette prison comme ça, sans accompagnement au niveau de la sécurité extérieure. Voilà, maintenant je vais passer la parole à M. Vreitex peut-être. Je vous remercie. Merci, bonsoir. Donc je représente la Régie des bâtiments avec 2 ingénieurs responsables du projet. La Régie des bâtiments, en 2 mots, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exécute les décisions du gouvernement pour les besoins d'un service public fédéral, en l'occurrence ici la justice. Donc sur base des besoins, ce qu'on a besoin d'avoir en termes d'infrastructures pénitentiaires, la Régie des bâtiments a tout un groupe de travail dans lequel on a pris soin d'avoir un représentant de toutes les autorités locales, régionales, fédérales qui ont de près ou de loin un avis à donner sur le sujet. Et on a pris soin de travailler dans la plus grande transparence avec le plus grand nombre de représentants de toutes ces autorités pour partir du bon pied avec tout le monde dès le début de l'opération. Donc on a eu ce mandat avec la justice de mettre en place et de trouver d'abord un terrain et puis ouvrir un jour une prison pour mettre à disposition 1200 emplacements, en tout cas de détenus à l'horizon 2016-2017. Donc ça, c'est le mandat qu'on nous a donné. Nous sommes un outil de l'autorité fédérale et donc on va exécuter et faire en sorte que les décisions qui ont été prises à niveau politique soient d'abord validées par les autorités locales et régionales pour pouvoir ensuite mettre en place ce projet.
On va vous expliquer comment on est arrivé sur le terrain de Aaren, puisqu'il fallait rester dans la région bruxelloise. C'était une des prérogatives et un des critères qu'on devait respecter, c'est-à-dire rester dans la périphérie de la région bruxelloise. Vous expliquer comment on est arrivé sur ce terrain et où est-ce qu'on en est dans la procédure. Donc on est ici pour vous informer en temps réel, on va dire, de l'état d'avancement du projet, sachant qu'on est dans une phase assez clé, puisqu'on s'entoure ici d'un partenaire privé pour construire la prison, pour qu'elle soit disponible dans les meilleurs délais et à la meilleure procédure possible. Je tiens aussi à insister, vous le verrez plus loin dans les slides, qu'un représentant des riverains fait également partie de notre comité d'accompagnement qui, de manière trimestrielle, on va dire, se réunit pour justement valider les différentes opérations qui sont menées en matière de mobilité, comme en matière d'infrastructure, de procédures administratives, de marché public, etc. Je vais vous passer les détails de la procédure en tant que telle, mais on va quand même vous dire à peu près où est-ce qu'on en est arrivé. Donc je prends un peu de clémence pour Johanna Van Oylen, qui est quelque peu accompagnée ce soir, mais j'espère le plus tard possible, et Noémie de Sadeler, qui sont deux ingénieurs civils de la régie, qui font partie de notre cellule prison. Donc, quand je parle de cellule, c'est cellule projet, prison, qui suivent ce projet de A à Z, comme les 4 autres projets de prison, que ce soit en Flandre 2 et en Wallonie les 2 autres. Donc on a ici un complexe finalement cellulaire qui se répartira de manière équilibrée, on va dire, sur les 3 régions, bruxelloise, wallonne et flamande. Je passe d'abord la parole probablement à Noémie. Bonsoir. Alors, donc nous allons vous donner une brève explication de l'état de la situation et de la procédure, et également une présentation du terrain qui a été choisi. Alors, dans le cadre de ce projet, il s'agit d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire que la partie publique, c'est donc l'État fédéral, qui travaillera conjointement avec un consortium d'entreprises privées qui, elles, vont assurer d'une part la conception du projet, la construction, mais aussi le financement de ce projet et l'entretien de la prison pendant 25 ans. On appelle donc ça une convention DBFM. Alors, dans le cadre de ce projet, la justice sera l'exploitant de l'établissement et la régie des bâtiments sera maître d'ouvrage et payera pendant 25 ans une indemnité de mise à disposition de l'établissement. À la fin des ans, la prison sera rétrocédée à l'État belge. Wat betreft de timing van de procedure, begin dit jaar vond de selectiefase plaats van de kandidaten. Dus een aantal kandidaten hebben zich kandidaat gesteld om mee te dingen aan dit project. Toen is beslist geweest om na de selectiefase dus verder te gaan met een 4-tal kandidaten die toen een offerte hebben mogen indienen, dus een project hebben voorgelegd. Momenteel is deze fase dus nog steeds lopende. En gezien men nog altijd in de wetsfase zit, kan men dus ook die projecten nog niet voorleggen. Juridisch is dat niet mogelijk. Dit zal pas mogelijk zijn vanaf aanduiding van de voorkeursbieder. En dit is gepland rond maart 2013. Nadien zal dus die voorkeursbieder, dus degene die het project zal binnenhalen, zijn project verder uitwerken om zijn vergunning te kunnen aanvragen. Heel die procedure van de vergunningen zal een kleine 2 jaar in beslag nemen. Nadien gepland is dus vanaf 2014 kan dan de eigenlijke uitvoering van de gevangenis plaatsvinden. Deze zal ook een kleine 2 jaar in beslag nemen, om dan in 2017 de eigenlijke opening van de gevangenis te hebben. Alors, en ce qui concerne le site, vous le connaissez. Il se trouve donc à cheval sur le territoire des 2 régions, la région de Bruxelles-Capitale d'une part et la région flamande d'autre part. Alors, ce qui est intéressant peut-être à mentionner sur ce slide, ce sont vos différents quartiers d'habitation qui se trouvent autour du site. Donc les quartiers de Aaren, Diegem et Machelen. Ceci présente donc les limites du terrain. Donc c'est vraiment toute la surface que vous voyez en couleur. Donc
le terrain est délimité d'une part par les voies de chemin de fer d'un côté, le boulevard de la Haut-Lu de l'autre, se situe à proximité de la chaussée de Acht. Il se trouve de part et d'autre de la rue du Wittlof et est traversé donc par le chemin du Keelbeek que vous connaissez. Alors, l'établissement pénitentiaire se trouvera quant à lui exclusivement sur le terrain situé en région de Bruxelles-Capitale. C'est un terrain, donc la totalité du terrain fait un petit peu de 18 hectares et sur le territoire de la commune de Machelen seront prévus d'autres équipements qui seront définis ultérieurement, mais qui peuvent également être complémentaires en termes de programme par rapport à l'établissement pénitentiaire. Voilà, ceci, une vue aérienne afin de pouvoir situer davantage le terrain. On peut voir également donc les bureaux du Dobelenberg. En ce qui concerne les industries qui sont présentes, donc les hangars qui sont présents actuellement sur le site, ils seront démolis pour faire place à la nouvelle prison. Wat betreft de integratie in de omgeving. De kandidaten hebben dus hun offerte ingediend op basis van een performatiebestek. Dat performatiebestek werd, zoals meneer Vrijdag zei, opgemaakt door de regie der gebouwen in samenwerking met Fot Justitie. Dit performatiebestek bevat een groot deel over de integratie in de omgeving. Hiervoor werd dus ook nauw samengewerkt met de stad en de gewesten. In dit gedeelte over de integratie in de omgeving vinden we onder andere de puntjes terug die hieronder zijn opgenomen. Dus de hoogte van de gebouwen en volumes, maar ook het concept van een gevangenisdorp om zo nauw aan te sluiten met de omgevende woonkernen. Maar natuurlijk ook wat de impact van de gevangenis zal zijn, de aanleg publieke buitenruimte op het terrein en ook de heraanleg van de Keelbeekweg. Dus omdat het programma zo omvangrijk is en bijna heel het gedeelte van het terrein inneemt, zal die Keelbeekweg dienen onderbroken te worden. Er is dus aan de kandidaten opgelegd die Keelbeekweg eigenlijk om te leiden rondom de gevangenis, zodat de aansluiting nog altijd blijft bestaan tussen de woonkernen. Naast het performatiebestek bestaan er natuurlijk nog steeds de effectenstudie en de openbare onderzoeken in het kader van de vergunningsprocedure. In die effectenstudie zullen er ook nog een heel aantal punten worden opgenomen die hinder zouden kunnen veroorzaken, de lichthinder, maar ook vooral de mobiliteit. Tijdens die openbare onderzoeken kan u als inwoner natuurlijk ook uw verzuchtingen kenbaar maken. Alors, en ce qui concerne les accès à la future prison, ces différents accès doivent encore être définis. Alors, dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme, il va y avoir une étude d'incidence qui va être réalisée par un bureau d'études agréé. Et ensuite, il y a un comité d'accompagnement pour le permis qui va devoir se baser sur cette étude d'incidence afin de donner des impositions concernant les différents accès. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il existe encore différentes possibilités. Cela pourrait se faire donc soit du côté du boulevard de la Haut-Lu, également du côté de la chaussée de Acht, soit via la rue du Mont, soit via un autre accès qui pourrait également être créé, soit via la rue du Chicon vers le nord. Alors, évidemment, des mesures seront prises de manière à importuner les riverains le moins possible dans le cadre de ce dossier. L'idée est que l'ensemble du trafic ne soit pas dévié vers le centre du village de Haren et que les accès soient étudiés pour avoir un impact minimum sur le village. Au niveau des parkings, il y aura 450 places qui seront prévues, donc 300 places
pour les parkings du personnel et 150 places pour les parkings des visiteurs. En ce qui concerne le chantier, la durée sera de 1 an et demi à 2 ans et des mesures seront également prises et seront définies dans le cadre de l'étude d'incidence pour le permis. Wat de communicatie betreft, zoals meneer Vrijdag zei, dus gedurende de begeleidingscomité's, dus met de gewesten, de stad, maar ook de gemeente Machelen, die plaatsvonden, werd ook het buurtcomité uitgenodigd, of toch een vertegenwoordiger. Dit zal in de toekomst ook nog altijd zo zijn. Ten tweede werken wij natuurlijk nauw samen met de stad Brussel. Indien u daar vragen rond heeft, mag u hen ook steeds contacteren. En ook de Regie der Gebouwen heeft een website waarvan u het adres hier kan vinden. Met een voorstelling van het project die regelmatig zal geüpdate worden. En hier vindt u ook een link terug. Wanneer u vragen wilt stellen, kan u deze op dit e-mailadres dan stellen. Dus. Tot slot had ik nog een aantal prijzen toegevoegd van de nieuwe gevangenissen. Dus u hebt in de vorige presentatie van justitie oude gevangenissen gezien. Dit zijn beeldjes van de gevangenissen in het project 4G, dus de 4 nieuwe gevangenissen, om u een idee te geven hoe dat de gevangenis er bijvoorbeeld zou kunnen uitzien. Bedankt voor uw aandacht. Il y a donc 2 choses qui nous préoccupent. La première, c'est qu'il y ait un représentant des associations de Arles qui soit dans le comité, c'est accepté, on s'est battu ça. Ça a été confirmé évidemment par le SPF. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez, si vous remémorez l'image du site, il est clair que la seule sortie possible et la seule entrée possible est sur de Woluwelaan. Et donc, je pense que ça se voit à l'œil nu. Tout le reste, c'est du cinéma, évidemment. Et donc, il faudra que la région flamande, puisque c'est son ministre qui a décidé que ça s'installerait chez nous, accepte. Claire n'était pas un Bruxellois, quoi, hein, bon. Dus voor mij is dat zeer duidelijk. De tekening, of de foto en de tekening op de foto toont aan dat de enige mogelijkheid in de werkelijkheid de Woluwelaan is. Je crois que ça c'est une bonne nouvelle pour vous et je crois qu'il faut qu'on s'y tienne. Nous on se battra pour, c'est une évidence. Je pense que tout le reste c'est ramener une circulation indue sur Arles et il ne faut pas que cette circulation vienne sur Arles. Ça c'est tout à fait très clair. Et donc eux ne pourront sans doute pas, ce sont des techniciens, on vous l'a dit je pense d'entrée de jeu, ils ne peuvent pas répondre à ça. C'est un débat politique. Mais pour ce qui me concerne, et ce qui concerne les chasseux, donc le collège, c'est de Woluwelaan et basta. Parce qu'il ne faut pas trop jouer avec les bijoux de la reine, et donc c'est clair que c'est la seule position logique par rapport à la structuration des lieux. Je crois qu'il y a une série d'autres petites choses qui doivent être dites. Je voudrais, entre autres, insister sur le fait que nous avons adressé plusieurs courriers, évidemment, à l'ensemble des ministres fédéraux et régionaux compétents, en leur disant exactement ce que je vous dis, et en leur disant que c'était nos exigences, et dire que c'était incontournable. Allez, vous regardez l'image, faire des trajets là-haut, c'est une espèce enfin, c'est se moquer des gens, quoi. Je veux dire, la logique est claire et eux-mêmes ont utilisé l'imagerie qui nous préoccupe. Je pense qu'il faudra évidemment arriver aussi à une grande rencontre pour déboucher sur un accord entre les diverses parties. Fédéral, région, État fédéral, ville, etc. Parce que la prise financière de ce que ça va représenter
ne doit pas vous incomber, c'est-à-dire ne doit pas incomber évidemment à ceux qui payent leurs taxes à Bruxelles. Nous, on n'a pas demandé ça. On nous a dit, c'est comme ça, vous l'aurez, vous faites ce que vous voulez, ce sera comme ça. Ok, moi je veux bien. C'est vrai qu'il y a une différence évidemment entre le pouvoir local et le pouvoir fédéral, mais alors il y a évidemment des questions pour savoir où on va. Je kunt niet altijd zeggen, je moet, en dan natuurlijk de verantwoordelijkheden niet krijgen op financieel vlak. Dat zou helemaal belachelijk zijn, dat zou inderdaad onhoorbaar zijn voor ons. Alors, je l'ai dit, le trafic de transit, basta, c'est pas dans Arend qui passe. Time, pour toutes, c'est dit, c'est pas possible, c'est inacceptable, c'est tout simplement quelque chose qui est un fondement de notre position. Et donc, ok, je pense que vous poserez la question tout à l'heure, mais ça doit se passer sur des axes tels qu'on le voit ici. Et voilà, Arend doit être protégé de tout ce qui forme les passages de transit. Alors, la rue de Wittlof, forget it, no way. La question, la rue de Wittlof, c'est chez nous, c'est pas une rue qu'on va considérer. Enfin, on oublie. Ok? Très clair. Ça n'a pas de sens. Le chemin de Kelbeek, bon ben voilà, il faudra quand même maintenir. Par ailleurs, et on l'avait demandé dans une des réunions précédentes, un lien vers les autres communes, en particulier les communes flamandes et Diegem, certainement. Ça, je pense que c'est tout à fait jouable. Et voilà. Et puis, il faudra aussi, évidemment, qu'il y ait une étude d'incidence. Je pense que c'est vraiment fondamental. La ville l'exige. Il faut qu'on sache ce que ça a comme impact. Pas seulement venir dire il n'y aura aucune incidence. C'est pas vrai. Vous savez comme moi qu'il y aura des incidences. Il faut qu'on ait une étude. Et enfin, il faudra aussi qu'on ait une formelle position du pouvoir fédéral sur tout ce qui sera complémentaire à la prison. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à Arles? Qu'est-ce que ça pourra apporter à Arles? Qu'est-ce que ça va véritablement représenter? Et ça, on sera attentif, vraiment très, parce que c'est fondamental pour Arles. Als we dat niet doen, dan hebben we niks gedaan. Ik bedoel, dat is te belangrijk voor Haren dat wij dat niet zouden doen. En in ieder geval binnen de huidige meerderheid, wat dat de 14e gebeurt, weet ik niet, maar binnen de huidige meerderheid zijn wij het daarover helemaal eens. Wij moeten horen wat het brengt aan haar. Niet alleen de miserie van, maar ook misschien op een zekere mate de andere mogelijkheden dat dit voor ons zou kunnen gunnen. Donc je pense que ça va être un combat assez fort. On compte très fort sur vous. On compte très fort sur votre représentant à l'intérieur de la structure. Ça va être une personne qui va être vraiment le pivot. C'est lui qui va vous informer, ou elle, je dis la personne, donc elle, hein, on s'en fiche, la personne qui vous représentera dans la structure sera absolument essentielle. Et il faudra qu'on s'organise, et la ville s'organisera pour ce faire, pour que cette personne puisse effectivement, systématiquement, vous tenir au courant. C'est essentiel. Ça, c'est du vrai accompagnement. Et monsieur l'a dit, le fédéral n'a pas véritablement été opposé à l'idée d'avoir quelqu'un à l'intérieur de cette structure d'accompagnement. Et pour vous, ça va être absolument fondamental. Hein. Pour nous aussi, mais ça c'est autre chose. Pour vous, ça va être absolument fondamental. Et ça, c'est ce sur quoi
je me base pour accepter qu'on fasse cette réunion d'information, parce qu'elle ouvre des portes, elle ouvre des fenêtres, elle ouvre des possibilités pour nous. Et puis on va voir jusqu'où aller, comment on va l'accepter, dans quelles conditions, et surtout ce que ça va nous apporter au niveau transport public, parce que ça va être essentiel aussi. Pour vous, ça va être essentiel, le transport public. Ça va être de savoir si ces gens vont se parquer dans Arles ou vont se parquer sur le parking. Il faut que vous ayez vos capacités d'être bien dans vos lieux d'habitat, parce que sinon ça n'a pas de sens, évidemment. Il va falloir savoir ce qu'on va faire par rapport à la ZCB. Vous savez qu'elle a eu quelques velléités à un certain moment de fermeture sur certains lieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement impossible. Il faut que ça subsiste. Il faut que ce moyen de transport... Et donc,